Aujourd'hui, j'ai 52 ans. Quand je me regarde dans le miroir, je vois un homme que je ne reconnais plus vraiment. Les rides autour de mes yeux ne viennent pas seulement de l'âge, elles viennent des nuits blanches, des mensonges, des regards que j'ai dû détourner. Mes cheveux sont gris, mon dos me fait mal, et parfois, quand je suis seul, mes mains tremblent encore. Pendant 26 ans, j'ai porté l'uniforme. Pendant 26 ans, j'ai servi dans la police nationale. Et pendant 26 ans, j'ai gardé le silence sur ce que j'ai vu, sur ce que j'ai été forcé de faire, sur ce qu'on m'a ordonné d'étouffer. Aujourd'hui, après 26 ans de silence, je vais enfin dire ce que personne n'a jamais voulu entendre. Pourquoi maintenant? Parce que je ne peux plus porter ce poids. Parce que chaque nuit, je vois les visages de ceux que j'ai trahis. Parce que j'ai réalisé qu'en me taisant, je suis devenu complice d'un système qui broie la vérité et protège les coupables. Ce que je vais vous raconter va choquer certains d'entre vous. D'autres ne me croiront pas. Mais je m'en fiche. J'ai besoin de parler. J'ai besoin que la vérité sorte, même si cela ne change rien, même si personne n'écoute vraiment. Au moins, j'aurais essayé. Quand j'étais enfant, je vivais dans une petite ville du sud de la France. Mon père était mécanicien, ma mère travaillait à l'école primaire comme secrétaire. Nous n'étions pas riches, mais nous étions heureux. Mon père m'a toujours appris la valeur du travail, de l'honnêteté, du respect des règles. Il me disait toujours que dans la vie, il faut choisir son camp, celui du bien ou celui du mal, et qu'il n'y a pas de zone grise. J'ai grandi avec ces valeurs. À l'adolescence, j'ai été fasciné par la police. Je regardais les films, je lisais les articles dans les journaux. Pour moi, les policiers étaient des héros. Ils protégeaient les faibles, ils arrêtaient les criminels, ils faisaient régner la justice. Je me souviens d'un jour où un policier est venu dans notre école pour parler de son métier. Il avait l'air si fort, si sûr de lui, si juste. Ce jour-là, j'ai décidé que je voulais devenir comme lui. Mes parents étaient fiers. Mes amis m'enviaient. J'ai passé les concours, j'ai réussi, et à 22 ans, je suis entré à l'école de police. Les premiers mois étaient incroyables. Je me levais chaque matin avec l'impression de servir quelque chose de plus grand que moi. Je portais l'uniforme avec fierté. Je croyais vraiment que j'allais changer le monde, ou au moins, faire ma part. Les premières semaines sur le terrain étaient excitantes. Mon coéquipier était un homme d'une quarantaine d'années, expérimenté, calme. Il m'a appris les bases, comment parler aux gens, comment gérer les situations difficiles. Mais il y a eu un moment, une petite chose, qui m'a semblé étrange. Nous avions reçu une plainte d'une femme qui disait avoir été agressée par son voisin. Elle avait des bleus, elle tremblait. J'ai pris sa déposition, j'ai tout noté. Mais quand nous sommes retournés au commissariat, mon coéquipier m'a dit de ne pas enregistrer la plainte tout de suite, qu'il fallait d'abord vérifier certaines choses. La plainte n'a jamais été enregistrée. Quelques jours plus tard, j'ai demandé pourquoi. Il m'a regardé avec un sourire fatigué et m'a dit que le voisin en question était le beau-frère d'un commissaire d'un autre district. Il m'a dit que parfois, il vaut mieux éviter les complications. Sur le moment, je n'ai rien dit. Je me suis dit que c'était peut-être normal, que je ne comprenais pas encore tout. Mais quelque chose en moi s'est senti mal à l'aise. Les mois ont passé, et j'ai commencé à voir d'autres petites choses. Des dossiers qui disparaissaient mystérieusement. Des plaintes qui étaient classées sans suite sans véritable investigation. Des témoins qui, du jour au lendemain, changeaient leur version des faits. Un jour, j'ai enquêté sur un cambriolage dans un magasin. Le propriétaire avait des caméras de surveillance, et on voyait clairement le visage du voleur. J'ai reconnu le type, c'était un petit délinquant connu dans le quartier. J'ai préparé mon rapport, j'étais sûr qu'on allait l'arrêter rapidement. Mais mon chef m'a convoqué dans son bureau. Il a lu mon rapport, puis il m'a regardé et m'a dit que le suspect avait des connexions avec certaines personnes qu'il valait mieux ne pas déranger. Il m'a demandé de réécrire le rapport, de dire que les images n'étaient pas assez claires pour identifier formellement le suspect. J'ai protesté. J'ai dit que c'était faux, que tout le monde pouvait voir son visage. Mon chef a soupiré, il m'a posé la main sur l'épaule, et il m'a dit que j'étais jeune, que je devais comprendre comment les choses fonctionnent vraiment. Il m'a dit que si je voulais faire carrière, si je voulais être respecté, il fallait que j'apprenne à ne pas poser trop de questions. J'ai réécrit le rapport. J'avais 23 ans, j'avais peur de perdre mon travail, peur d'être mis de côté. Je me suis dit que c'était juste une fois,
que ce n'était pas si grave. Mais après cette fois, il y en a eu d'autres. Des petites choses, toujours. Un rapport légèrement modifié ici, un témoignage qui n'était pas inclus là. Mes collègues voyaient que j'étais mal à l'aise, et ils me disaient tous la même chose. C'est comme ça. Tu t'habitueras. Tout le monde fait pareil. Si tu ne suis pas le mouvement, tu seras seul. Et j'ai commencé à m'habituer. C'est ça le plus terrible. On ne devient pas complice d'un coup. On le devient petit à petit, compromis après compromis, mensonge après mensonge. On se dit que ce n'est pas si grave, que c'est juste pour éviter des problèmes, que de toute façon, on ne peut rien changer. Et un jour, on se réveille et on réalise qu'on est devenu exactement ce qu'on méprisait. Le véritable choc est arrivé 4 ans après mon entrée dans la police. J'avais 26 ans, j'étais encore jeune, encore idéaliste malgré tout. Nous avons reçu une plainte d'une adolescente de 16 ans. Elle disait avoir été agressée sexuellement lors d'une fête. Elle était venue avec sa mère, et toutes les deux étaient dévastées. La jeune fille était en larmes, elle pouvait à peine parler. J'ai pris sa déposition avec beaucoup de soin. Elle m'a donné le nom de l'homme qui l'avait agressée, elle m'a décrit ce qui s'était passé, elle m'a même donné les noms de 2 amis qui étaient présents et qui avaient vu l'homme l'emmener dans une chambre. J'ai commencé l'enquête immédiatement. J'ai interrogé les 2 amis, et elles ont confirmé l'histoire. Elles avaient vu l'homme, beaucoup plus âgé que la victime, lui offrir de l'alcool, puis la conduire à l'étage. Elles avaient entendu la jeune fille crier, mais elles avaient eu peur d'intervenir. J'avais des témoignages solides, j'avais une victime crédible, j'avais tout ce qu'il fallait. J'ai identifié le suspect. C'était un homme d'une 40aine d'années, un entrepreneur local, propriétaire de plusieurs commerces dans la ville. J'ai préparé un dossier complet, avec tous les éléments. J'étais convaincu qu'on allait l'arrêter, qu'il allait être jugé, que justice serait rendue. J'ai présenté le dossier à mon supérieur. Il l'a lu, il a hoché la tête, et il m'a dit qu'il allait le transmettre au procureur. J'étais soulagé. J'avais fait mon travail. Mais 2 jours plus tard, mon supérieur m'a convoqué. Il était accompagné d'un commissaire que je ne connaissais pas. Ils m'ont fait asseoir, et ils m'ont dit qu'il y avait un problème avec mon enquête. J'ai demandé quel problème. Le commissaire m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit que le suspect était un homme important, qu'il avait des amis influents, et qu'une accusation comme celle-là pourrait détruire sa réputation et celle de sa famille. Il m'a dit que la jeune fille était peut-être confuse, qu'elle avait peut-être bu, qu'elle ne se souvenait peut-être pas bien de ce qui s'était passé. J'ai protesté. J'ai dit que les témoignages étaient clairs, que la victime était crédible, qu'on avait un cas solide. Le commissaire m'a coupé. Il m'a dit que je devais laisser tomber, que c'était un ordre. J'ai demandé pourquoi. Il m'a répondu que je n'avais pas besoin de savoir pourquoi, que je devais juste obéir. J'ai refusé. J'ai dit que je ne pouvais pas faire ça, que c'était injuste, que cette fille méritait justice. Mon supérieur m'a regardé avec tristesse et m'a dit que je ne comprenais pas comment le monde fonctionnait. Le commissaire s'est levé, il est venu près de moi, et il m'a dit très calmement que si je continuais à insister, ma carrière serait finie. Il m'a dit que je serais muté dans un endroit où je ne voudrais jamais aller, que ma réputation serait détruite, que personne ne voudrait travailler avec moi. Il m'a dit de penser à ma famille, à mon avenir. Puis il est parti. Mon supérieur est resté. Il m'a dit qu'il était désolé, mais que c'était comme ça. Il m'a dit de classer l'affaire, de dire à la famille que nous n'avions pas assez de preuves. J'ai passé la nuit entière sans dormir. Je pensais à cette jeune fille, à sa mère, à leur espoir que justice soit rendue. Et je savais que j'allais les trahir. Le lendemain, j'ai appelé la mère. Je lui ai dit que malheureusement, nous ne pouvions pas poursuivre l'enquête, que les preuves n'étaient pas suffisantes. Elle s'est mise à pleurer. Elle m'a supplié de continuer, elle m'a dit que sa fille allait mal, qu'elle avait besoin de voir cet homme puni. J'ai dû lui mentir. J'ai dû lui dire que je ne pouvais rien faire. Quand j'ai raccroché, j'ai pleuré. Pour la première fois depuis que j'étais devenu policier, j'ai pleuré. Et quelque chose en moi s'est brisé ce jour-là. Après cette affaire, j'ai compris comment le système fonctionnait vraiment. J'ai compris qu'il y avait des gens intouchables, des gens qui pouvaient faire ce qu'ils voulaient sans jamais être inquiétés. Et j'ai compris que nous, les policiers, nous n'étions pas là pour servir la justice, mais pour maintenir l'ordre, pour protéger ceux qui avaient du pouvoir. Les ordres pour étouffer des affaires ne venaient jamais par écrit.
Tout se passait verbalement, dans des bureaux fermés, dans des conversations privées. On ne laissait jamais de traces. Les techniques étaient toujours les mêmes. Si un dossier était trop compromettant, on le faisait traîner. On demandait des vérifications supplémentaires, des expertises qui prenaient des mois. On décourageait les victimes en leur disant que leur cas était compliqué, qu'elles avaient peu de chances de gagner. On réécrivait les rapports pour les rendre moins graves. Une agression devenait un simple différend. Un vol devenait un malentendu. On perdait des pièces à conviction. Un enregistrement disparaissait mystérieusement. Une vidéo était effacée par erreur. Des témoins étaient intimidés. On leur faisait comprendre qu'il valait mieux pour eux de ne pas témoigner, qu'ils pourraient avoir des problèmes s'ils insistaient. Parfois, c'était subtil. On leur posait des questions sur leur propre passé, on leur faisait comprendre qu'on savait des choses sur eux. Et quand rien de tout cela ne fonctionnait, on accusait les victimes. On disait qu'elles mentaient, qu'elles cherchaient l'attention, qu'elles avaient des motifs cachés. On détruisait leur crédibilité avant même qu'elles puissent parler. Les personnes intouchables étaient partout. Des politiciens locaux, des chefs d'entreprise, des membres de familles influentes. Mais aussi des collègues, des policiers, des magistrats. Le système se protégeait lui-même. Si un policier commettait une faute grave, on étouffait l'affaire pour éviter le scandale. Si un procureur était impliqué dans quelque chose de douteux, on fermait les yeux. Tout le monde protégeait tout le monde, parce que tout le monde avait quelque chose à cacher. Et ceux qui refusaient de jouer le jeu étaient écartés. Ils étaient mutés dans des postes sans importance, ils étaient harcelés jusqu'à ce qu'ils démissionnent, ou ils étaient simplement ignorés jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'il valait mieux se taire. J'ai vu des collègues honnêtes être détruits parce qu'ils avaient osé dire la vérité. J'ai vu des carrières brisées parce que quelqu'un avait refusé d'obéir à un ordre injuste. Et j'ai appris à me taire, à obéir, à faire ce qu'on me disait. Parce que je voulais protéger ma famille, parce que je voulais garder mon travail, parce que j'avais peur. Les années ont passé, et j'ai continué à étouffer des affaires. Des dizaines, peut-être des centaines. Je ne compte plus. Chaque fois, je me disais que c'était la dernière, que la prochaine fois je dirais non. Mais je ne l'ai jamais fait. Jusqu'à ce jour. J'avais 38 ans quand l'affaire est arrivée. Cela faisait 16 ans que j'étais dans la police. J'étais devenu inspecteur, j'avais une certaine expérience, une certaine autorité. Mais j'étais aussi fatigué, usé, vidé. Nous avons reçu un appel. Un corps avait été trouvé dans une forêt à la périphérie de la ville. Une jeune femme, 24 ans, étudiante. Elle avait été étranglée, et son corps avait été abandonné là. C'était horrible. Quand je suis arrivé sur les lieux, j'ai vu son visage. Elle avait l'air si jeune, si paisible malgré tout. J'ai pensé à ses parents, à ses amis, à tout ce qu'elle n'allait jamais vivre. L'enquête a commencé immédiatement. Nous avons interrogé ses proches, ses camarades de classe, ses collègues de travail. Nous avons appris qu'elle avait eu une relation compliquée avec un homme plus âgé, un professeur à l'université. Plusieurs personnes nous ont dit qu'il était possessif, jaloux, qu'il avait mal réagi quand elle avait voulu rompre. Nous l'avons interrogé. Il était nerveux, incohérent. Il a dit qu'il était chez lui le soir du meurtre, mais il n'avait pas d'alibi solide. Nous avons fouillé sa voiture, et nous avons trouvé des fibres textiles qui correspondaient aux vêtements de la victime. Nous avons trouvé son ADN sous les ongles de la jeune femme. Elle s'était débattue. Elle avait lutté. Les preuves étaient écrasantes. Nous avions le mobile, nous avions les preuves matérielles, nous avions tout. J'étais sûr que cette fois, justice serait rendue. J'ai présenté le dossier à mon chef. Il l'a lu, et son visage est devenu grave. Il m'a dit qu'il devait en parler à ses supérieurs. Le lendemain, j'ai été convoqué par le commissaire divisionnaire. Il était assis derrière son bureau, et il n'avait pas l'air content. Il m'a dit que le suspect, le professeur, était le fils d'un ancien ministre, un homme très influent. Il m'a dit que cette affaire allait faire beaucoup de bruit, qu'elle allait embarrasser beaucoup de gens importants. J'ai dit que je m'en fichais, qu'un meurtre avait été commis, qu'il fallait que le coupable soit puni. Le commissaire m'a regardé longuement, puis il m'a dit que je devais trouver un autre suspect. J'ai cru que j'avais mal entendu. J'ai demandé ce qu'il voulait dire. Il m'a répété que je devais trouver quelqu'un d'autre, n'importe qui, un petit délinquant, un sans-abri, quelqu'un qui ne manquerait à personne.
Il m'a dit que je devais faire disparaître les preuves contre le professeur et fabriquer des preuves contre quelqu'un d'autre. J'ai refusé catégoriquement. J'ai dit que c'était impossible, que c'était criminel, que je ne ferais jamais ça. Le commissaire s'est levé. Il est venu vers moi, et il m'a dit très calmement que si je refusais, je serais détruit. Il m'a dit qu'il ferait en sorte que je sois accusé de mauvaise conduite, qu'il trouverait des choses dans mon passé, qu'il me ferait passer pour un policier corrompu. Il m'a dit que ma femme et mes enfants souffriraient. Il m'a dit que je n'aurais plus jamais de travail, que ma vie serait finie. Puis il m'a dit que de toute façon, avec ou sans moi, l'affaire serait étouffée, que quelqu'un d'autre s'en chargerait. Il m'a dit que je pouvais soit coopérer et sauver ma carrière, soit résister et tout perdre sans rien changer au résultat final. Je suis sorti de son bureau en état de choc. Je ne savais plus quoi faire. J'ai passé des jours à réfléchir. Je ne dormais plus, je ne mangeais plus. Ma femme me demandait ce qui n'allait pas, mais je ne pouvais pas lui dire. Comment lui expliquer que j'étais face au choix le plus terrible de ma vie? Finalement, j'ai pris ma décision. J'ai refusé. J'ai dit au commissaire que je ne ferais pas ce qu'il me demandait, que je préférais perdre mon travail plutôt que de devenir un criminel. Il m'a regardé avec mépris et m'a dit que j'étais un imbécile. Une semaine plus tard, un autre inspecteur a pris en charge l'affaire. Les preuves contre le professeur ont mystérieusement disparu. Un homme sans domicile fixe, qui avait des antécédents pour violence, a été arrêté. On a trouvé dans ses affaires un objet qui appartenait à la victime. Je sais qu'il a été placé là. L'homme a été jugé et condamné. Il est en prison aujourd'hui pour un crime qu'il n'a pas commis. Le professeur, lui, enseigne toujours à l'université. Il a continué sa vie comme si de rien n'était. Et moi, j'ai dû vivre avec le fait que j'avais été incapable d'empêcher cette injustice. J'avais dit non, mais ça n'avait rien changé. J'avais juste perdu ma dignité sans sauver personne. Après cette affaire, je suis tombé dans une spirale. Je ne dormais presque plus. La nuit, je voyais le visage de la jeune femme assassinée. Je voyais aussi le visage de l'homme innocent en prison. Je me réveillais en sueur, le cœur battant. J'ai commencé à boire. Pas beaucoup au début, juste un verre le soir pour m'aider à dormir. Puis 2 verres, puis 3. Parfois, je buvais directement de la bouteille. Ma femme s'inquiétait, elle me suppliait d'arrêter, mais je ne pouvais pas. L'alcool était la seule chose qui étouffait la douleur, qui faisait taire les voix dans ma tête. J'ai commencé à avoir des crises d'anxiété. Au milieu de la journée, sans raison, mon cœur s'emballait, je ne pouvais plus respirer, j'avais l'impression que j'allais mourir. Je devais m'enfermer dans les toilettes pour que personne ne me voie. Ma relation avec ma famille s'est détériorée. Je ne parlais plus à ma femme, je ne jouais plus avec mes enfants. J'étais là physiquement, mais absent mentalement. Je pensais tout le temps à ce que j'avais vu, à ce que j'avais fait, à toutes ces affaires étouffées. Ma femme a essayé de m'aider, elle a essayé de me parler, mais je la repoussais. Comment lui expliquer ce que je vivais? Comment lui dire que j'étais complice de crimes, que j'avais trahi tout ce en quoi je croyais? Au travail, mes collègues ont commencé à m'éviter. Après l'affaire du meurtre, tout le monde savait que j'avais refusé d'obéir. On me regardait avec méfiance, comme si j'étais un traître. Personne ne voulait travailler avec moi. On me donnait les tâches les plus simples, les plus humiliantes. J'étais devenu un paria. La honte et la culpa me rongeaient. Chaque matin, quand je me regardais dans le miroir, je voyais un lâche. Je m'étais dit que j'allais changer les choses, que j'allais protéger les innocents, et au final, j'étais devenu complice de ceux qui les détruisaient. J'ai pensé à démissionner, mais je ne pouvais pas. J'avais une famille à nourrir, des factures à payer. Et puis, une partie de moi espérait encore que les choses pourraient changer, que je pourrais encore faire une différence. Mais les années passaient, et rien ne changeait. Les affaires continuaient à être étouffées, les coupables continuaient à être protégés, et les victimes continuaient à être trahies. Et moi, je continuais à me taire. Puis est venu le point de rupture. J'avais 47 ans. Cela faisait 25 ans que j'étais dans la police. Un nouveau cas est arrivé. Une fillette de 12 ans avait été agressée sexuellement par son beau-père. Elle avait trouvé le courage de parler à son enseignante, qui avait immédiatement contacté les services sociaux. J'ai été chargé de l'enquête. Quand j'ai rencontré cette petite fille, mon cœur s'est brisé. Elle était si petite, si fragile,
si terrifiée. Elle m'a raconté ce que son beau-père lui faisait depuis 2 ans. Elle m'a raconté comment il la menaçait, comment il lui disait que si elle parlait, il ferait du mal à sa mère. Elle avait des marques sur son corps, des preuves médicales. Le cas était clair, indiscutable. J'ai arrêté le beau-père. Pendant l'interrogatoire, il a nié, puis il a essayé de minimiser, puis finalement il a commencé à pleurer et à dire qu'il était désolé, qu'il avait des problèmes, qu'il avait besoin d'aide. J'étais écœuré. J'ai préparé le dossier avec un soin méticuleux. Je voulais être sûr qu'il ne puisse pas s'échapper, que cette fois, justice soit rendue. Le lendemain, j'ai été convoqué par mon chef. Il était gêné, il évitait mon regard. Il m'a dit que le beau-père avait des connexions, qu'il travaillait pour une entreprise qui avait des contrats avec la mairie. Il m'a dit qu'on lui avait demandé de trouver une solution. J'ai demandé quelle solution. Il m'a dit qu'il fallait que je revoie mon rapport, que je présente l'affaire comme moins grave, que je suggère que la fillette avait peut-être exagéré, qu'elle avait peut-être mal compris certaines choses. J'ai senti quelque chose exploser en moi. J'ai dit non. J'ai dit que cette fois, je n'obéirais pas. J'ai dit que cette fillette méritait justice, que je ne laisserais pas un pédophile s'en sortir juste parce qu'il connaissait des gens importants. Mon chef a essayé de me calmer. Il m'a dit de penser à ma carrière, que j'étais à 1 an de la retraite, que je ne devais pas tout gâcher maintenant. Il m'a dit que de toute façon, avec ou sans moi, l'affaire serait arrangée. J'ai regardé cet homme avec qui j'avais travaillé pendant des années, et j'ai réalisé que je ne le connaissais pas vraiment. Ou peut-être que je ne m'étais jamais vraiment regardé moi-même. J'ai dit non une dernière fois, et je suis sorti de son bureau. Dans les jours qui ont suivi, la pression est devenue insupportable. J'ai reçu des appels anonymes me menaçant. On a vandalisé ma voiture. On a envoyé des lettres à ma femme avec des accusations mensongères sur moi. Au travail, on m'a retiré l'affaire. Un autre inspecteur l'a prise. Quelques semaines plus tard, j'ai appris que les charges contre le beau-père avaient été réduites à des faits de violence légère. Il a eu une peine de quelques mois avec sursis. Il est rentré chez lui. La fillette est restée dans la même maison que lui. Je ne pouvais plus supporter ça. Je ne pouvais plus regarder mes collègues, je ne pouvais plus porter l'uniforme, je ne pouvais plus faire semblant que tout allait bien. Un matin, je suis allé voir mon chef et je lui ai dit que je prenais ma retraite anticipée. Il a semblé soulagé. Il ne m'a même pas demandé pourquoi. Il savait. Tout le monde savait. Ma dernière journée dans la police a été étrange. Personne ne m'a dit au revoir. Personne n'a organisé de pot de départ. J'ai juste vidé mon casier, j'ai rendu mon badge et mon arme, et je suis parti. 26 ans de service, et je partais comme un fantôme, sans reconnaissance, sans remerciement. Dans le couloir, j'ai croisé un jeune policier, il devait avoir 22 ou 23 ans, le même âge que moi quand j'avais commencé. Il m'a regardé avec ce mélange d'admiration et d'excitation que j'avais moi-même eu autrefois. J'ai eu envie de lui dire de partir, de ne pas faire la même erreur que moi, de garder son âme intacte. Mais je n'ai rien dit. À quoi bon? Il allait devoir apprendre par lui-même, comme nous tous. Quand je suis rentré chez moi ce jour-là, ma femme m'a demandé comment je me sentais. Je lui ai dit que je me sentais vide. 26 ans réduits à rien. 26 ans de mensonges, de compromis, de trahison. Qu'est-ce que j'avais accompli? Qui avais-je protégé? Quelles injustices avais-je empêchées? Aucune. J'avais été un rouage dans une machine qui broie les faibles et protège les puissants. Les semaines qui ont suivi ont été difficiles. Je ne savais pas quoi faire de mes journées. Je restais à la maison, je regardais la télévision sans vraiment voir, je tournais en rond. La nuit, je continuais à faire des cauchemars. Les visages des victimes que j'avais trahies me hantaient. J'entendais leur voix me demander pourquoi je ne les avais pas aidées. Ma femme a essayé de me soutenir, mais elle ne comprenait pas vraiment. Elle pensait que j'étais juste déprimé à cause de la retraite, qu'avec le temps ça irait mieux. Mais ce n'était pas ça. Ce n'était pas la tristesse de la fin d'une carrière, c'était le poids écrasant de toutes les choses que j'avais faites, de toutes les personnes que j'avais abandonnées. C'était la honte de me regarder dans le miroir et de voir un homme qui avait trahi ses propres valeurs pendant 26 ans. Pendant des mois, j'ai gardé tout ça en moi. Je ne parlais à personne. Je ne sortais presque plus de chez moi. Mais la culpabilité continuait à grandir, comme un cancer qui me dévorait de l'intérieur. Et puis un jour,
j'ai lu un article dans le journal. Une jeune femme témoignait publiquement d'une agression qu'elle avait subie il y a des années, et dont l'auteur n'avait jamais été inquiété. Elle disait qu'elle avait porté plainte, mais que rien ne s'était passé, que la police l'avait découragée, que personne ne l'avait cru. En lisant cet article, j'ai reconnu les faits. C'était une des affaires que j'avais étouffées, il y a presque 10 ans. Je me souvenais d'elle. Je me souvenais de son visage quand je lui avais dit que nous ne pouvions pas continuer l'enquête. Et là, en lisant ces mots, en voyant sa douleur encore vivante après toutes ces années, j'ai réalisé que je ne pouvais plus me taire. Que si je mourais demain avec tous ces secrets, toutes ces victimes resteraient dans l'ombre, et tous ces coupables continueraient à vivre tranquillement. J'ai décidé de parler. Pas pour me racheter, parce que je sais que c'est impossible. Pas pour être pardonné, parce que je ne mérite pas le pardon. Mais parce que ces histoires doivent être racontées. Parce que les gens doivent savoir ce qui se passe vraiment derrière les murs des commissariats, dans les bureaux où les décisions sont prises, loin des regards. Ils doivent savoir que la justice n'est pas aveugle, qu'elle regarde très bien qui elle protège et qui elle sacrifie. Aujourd'hui, je vis avec cette culpabilité tous les jours. Je pense à la jeune fille de 16 ans qui a été agressée et dont l'agresseur n'a jamais été inquiété. Je pense à la femme de 24 ans qui a été assassinée et dont le meurtrier enseigne toujours à l'université. Je pense à l'homme innocent qui purge une peine de prison pour un crime qu'il n'a pas commis. Je pense à la fillette de 12 ans qui a dû continuer à vivre avec son agresseur. Et je pense à toutes les autres, à tous les autres, dont je ne connais même pas les noms, toutes ces affaires que mes collègues ont étouffées avant moi, pendant que je travaillais là-bas, après que je sois parti. Combien sont-ils? Des centaines? Des milliers? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que chacun d'entre eux méritait justice, et que le système les a trahis. Je sais que certains d'entre vous ne me croiront pas. Vous direz que j'exagère, que j'invente, que je cherche juste l'attention. D'autres diront que si c'était vrai, quelqu'un aurait déjà parlé, que les médias en auraient parlé, que ça se saurait. Mais c'est justement ça le problème. Ça ne se sait pas. Parce que ceux qui parlent sont détruits. Parce que le système est conçu pour protéger ses propres secrets. Parce que même quand la vérité sort, elle est étouffée, minimisée, oubliée. J'ai mis des mois à trouver le courage de raconter tout ça. Même maintenant, j'ai peur. Peur des représailles, peur de ce qui pourrait arriver à ma famille, peur d'être poursuivi en justice pour diffamation. Mais j'ai plus peur de mourir avec ces secrets. J'ai plus peur de laisser toutes ces victimes sans voix. Je sais qu'il y a encore des policiers honnêtes. J'en ai connu. Des hommes et des femmes qui essaient vraiment de faire leur travail, qui croient encore en la justice. Mais ils sont pris dans le même système que moi. Ils font face aux mêmes pressions, aux mêmes menaces, aux mêmes choix impossibles. Et beaucoup finissent par se taire, comme moi. Ou par partir, dégoûtés et brisés. Le système ne veut pas de gens honnêtes. Le système veut des gens obéissants. Des gens qui ne posent pas de questions, qui ne font pas de vagues, qui acceptent les ordres même quand ces ordres sont immoraux. Et c'est pour ça que rien ne change. C'est pour ça que les mêmes injustices se répètent encore et encore. Aux jeunes qui veulent devenir policiers, je veux dire ceci. Soyez prêts. Soyez prêts à voir des choses qui vont vous choquer. Soyez prêts à être mis face à des choix impossibles. Soyez prêts à devoir choisir entre votre conscience et votre carrière. Et surtout, soyez prêts à dire non. Même si ça vous coûte tout. Même si personne ne vous soutient. Même si vous êtes seul. Parce que si vous commencez à faire des compromis, si vous commencez à vous dire que ce n'est pas si grave, que c'est juste une fois, vous allez vous perdre. Et un jour, vous vous réveillerez et vous ne vous reconnaîtrez plus. Vous serez devenu exactement ce que vous ne vouliez jamais devenir. Je sais de quoi je parle. Je l'ai vécu. Aux victimes dont les affaires ont été étouffées, je veux dire que je suis désolé. Je sais que ces mots ne suffisent pas. Je sais que des excuses ne peuvent pas réparer ce qui a été détruit. Mais je veux que vous sachiez que ce qui vous est arrivé n'est pas de votre faute. Ce n'est pas parce que vous n'étiez pas assez crédible, pas assez importante, pas assez forte. C'est parce que le système est pourri. C'est parce qu'il y a des gens qui ont décidé que votre souffrance comptait moins que la réputation de vos agresseurs. Vous méritez justice. Vous la méritez tous. Et je suis désolé de ne pas avoir eu le courage de vous la donner quand j'en avais la possibilité. À ma femme, à mes enfants, je veux dire merci. Merci de m'avoir supporté pendant toutes ces années,
même quand j'étais absent, même quand j'étais en colère, même quand je ne pouvais pas expliquer pourquoi. Je sais que je n'ai pas été le mari, le père que vous méritiez. Je sais que j'ai laissé mon travail détruire notre famille. Et je suis désolé. Je voudrais pouvoir revenir en arrière et faire les choses différemment, mais je ne peux pas. Tout ce que je peux faire maintenant, c'est essayer d'être honnête, essayer de dire la vérité, même si c'est difficile, même si ça fait mal. Alors voilà. C'est mon histoire. L'histoire d'un homme qui voulait être un héros et qui est devenu un complice. L'histoire de 26 ans dans la police, 26 ans à voir des choses qu'on aurait dû empêcher, à taire des choses qu'on aurait dû dénoncer. 26 ans à être du mauvais côté de la justice. Je ne sais pas ce qui va se passer après que j'aurai raconté tout ça. Peut-être que rien ne changera. Peut-être que dans quelques jours, quelques semaines, tout le monde aura oublié. Peut-être que je serai traité de menteur, de paranoïaque, de quelqu'un qui cherche juste à se faire remarquer. Ça m'est égal. Au moins, j'aurai parlé. Au moins, j'aurai essayé. La vérité choque, oui. Elle dérange. Elle fait mal. Mais le silence détruit. Le silence tue les victimes une deuxième fois. Le silence permet aux coupables de continuer. Le silence nous transforme tous en complices. Alors je refuse de me taire. Pas par courage, je ne suis pas courageux. Si j'avais été courageux, j'aurais parlé il y a des années, j'aurais dit non dès le début, j'aurais accepté les conséquences. Non, je parle maintenant par désespoir. Parce que je n'ai plus rien à perdre, parce que je ne peux plus vivre avec ce poids, parce que je veux pouvoir me regarder dans le miroir et voir un homme qui a au moins essayé de réparer une partie du mal qu'il a fait. Je ne demande pas votre sympathie. Je ne demande pas votre pardon. Je demande juste que vous écoutiez, que vous réfléchissiez, que vous vous demandiez ce qui se passe vraiment quand vous portez plainte, quand vous demandez justice, quand vous faites confiance au système. Je demande que vous soyez vigilants, que vous ne laissiez pas faire, que vous exigiez la vérité même quand elle est dérangeante. Parce que si nous acceptons tous le silence, si nous acceptons tous que certaines personnes soient au-dessus des lois, si nous acceptons tous que la justice ne soit qu'un mot vide de sens, alors nous sommes tous responsables. Nous sommes tous complices. Et nos enfants hériteront d'un monde où la vérité ne compte plus, où le pouvoir décide de tout, où les victimes ne sont que des dommages collatéraux acceptables. Je ne veux pas de ce monde. Je ne veux pas que mes petits-enfants grandissent dans ce monde. Alors je parle. Même si ma voix tremble, même si j'ai peur, même si je sais que ça ne changera probablement rien. Je parle parce que c'est tout ce qui me reste. Pendant 26 ans dans la police, j'ai vu des choses être étouffées. Des crimes, des injustices, des trahisons. Et ce que j'ai vu me choque encore aujourd'hui. Ça me réveille la nuit. Ça me poursuit. Ça me hante. Et maintenant, vous le savez aussi. Vous savez ce qui se passe dans l'ombre. Vous savez que la justice n'est pas toujours juste, que la loi ne protège pas toujours les innocents, que le système que nous devrions tous pouvoir faire confiance est parfois notre pire ennemi. Que vous fassiez de cette information, c'est votre choix. Vous pouvez choisir de l'ignorer, de l'oublier, de continuer votre vie comme si de rien n'était. Ou vous pouvez choisir de rester vigilant, de poser des questions, d'exiger mieux. Moi, j'ai fait mon choix. J'ai choisi de parler. Après 26 ans de silence, j'ai enfin trouvé le courage de dire la vérité. Et cette vérité, aussi difficile soit-elle à entendre, aussi dérangeante soit-elle, méritait d'être dite. Les victimes méritaient d'être entendues. Et moi, je méritais de pouvoir enfin dormir la nuit, en sachant que j'ai au moins essayé de faire ce qui était juste. Même si c'est 26 ans trop tard.